Merci de m'avoir dans votre programme. Ben, je suis très contente de pouvoir parler de cette question. Effectivement, les gens pensent que le voile est une oppression. Ben, ce que je peux dire, c'est de parler de mon propre exemple, de ma propre expérience avec le voile. Moi, je pense que pas du tout. Le voile était un choix pour moi parce que je l'ai mis à l'âge de 24 ans. Ça veut dire je l'ai mis assez tard. J'avais fini mes études, j'avais commencé mon travail et donc là, j'avais eu le temps de faire plus de recherches en matière de religion. Et donc, quand je me suis sentie un peu plus proche et je voulais augmenter en spiritualité, j'ai pensé que le voile était parfait pour moi. Donc, c'était un choix personnel. Et Personne je ne l'ai vous mis a quand mis la j'étais en pression? France, loin de ma famille. Non, pas du tout. Ma famille était au Maroc. Donc, mes parents même étaient surpris quand je suis revenue au Maroc pendant les vacances et ils m'ont vu avec le voile. Donc, ils étaient, tu l'as mis quand? Donc, c'était un choix personnel. Je l'ai mis parce que j'ai pensé que ça me rapprochait de Dieu, ça me permettait une spiritualité meilleure et donc de me concentrer sur moi-même. Donc c'est un parcours personnel que beaucoup de femmes font dans le monde et il y a pas d'oppression vraiment en religion. Mm. Là je parle de ce qui est vraiment l'islam. Mais bien sûr il y a des régions dans le monde, c'est là où l'amalgame se fait et puis l'image négative, il y a des régions dans le monde où le hijab devient un outil politique ou bien un outil d'oppression de l'homme vers la femme et là moi je suis contre ça bien sûr. Ouais, exactement. Alors, Et c'est ça donc, que ce n'est pas le cas en France. oui, oui. La plupart des femmes qui se trouvent en France, je suis sûre qu'elles l'ont mis par leur propre choix. La plupart. Et si ce n'est pas le cas, alors là, il faut aider ces femmes-là au lieu de les opprimer. Parce que là, ce que je vois, ce qui se passe en ce moment avec la polémique sur le hijab, c'est que l'oppression vient du sens contraire. Ça vient de ces politiciens-là qui disent aux femmes voilées, ben voilà, vous voulez un parcours, ça veut dire vous êtes plus pieuse, vous voulez être pieuse, ben restez chez vous. On ne veut pas vous voir dans la société. On s'arrête à l'image de leur voile, on ne voit pas leurs aptitudes ni leurs compétences et on ne veut pas les intégrer, on ne veut pas leur donner la chance de parler. Déjà, l'exemple qui se présente, c'est la dame à l'Assemblée nationale. Elle n'a même pas donné la chance à cette fille-là qui était vice-présidente de l'UNEF, donc elle fait déjà des efforts dans sa carrière, elle aide les autres étudiants et tout, donc on lui a même pas donné la chance de parler et on a vu que son hijab, parce que c'est comme une offense. Ouais. Et c'est pas le cas. Donc là, il faut aller au-delà des images négatives. Effectivement, alors vous l'avez mentionné, on allait le mentionner d'ailleurs, cette femme Mariam Boustou, qui est la présidente, la vice-présidente de l'UNEF, qui a été auditionnée à l'Assemblée nationale et qui, malheureusement, certains députés ont choisi de partir, de quitter l'audience parce qu'ils considéraient que c'était provocateur. Certains ont dit que c'était même provocateur. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, vous, monsieur Omar? Je vois sourire depuis tout à l'heure. Non, en fait, c'est un sourire, on va dire. Ouais, bon, après, c'est un sourire de défi. Mieux vaut rire qu'en pleurer, comme on dit. Hein. Donc, en fait, c'est vrai, vous savez, on en parlait justement dernièrement avec un frère. Il disait que, en vérité, aujourd'hui, parce que l'argument qui a été cité notamment, c'était le féminisme, au nom du féminisme. Et des féministes qui revendiquent ce féminisme, c'est un féminisme qui date des années 60. Celui qui a mené au fameux mouvement de 1968. Et à cette époque-là, ça pouvait être compréhensible. Et d'ailleurs, à partir de ces luttes, il y a eu des avancées qui ont été faites. Mais maintenant, le véritable féminisme, et là on l'a bien entendu avec notre sœur Sarah Saïba, eh bien, il consisterait à défendre celles qui, en leur âme et conscience, veulent porter le voile. Surtout dans ce climat délétère où dès qu'un bout de tissu est visible, eh bien, il y a une guerre rangée pour le faire tomber, ce bout de tissu. Et comme l'a dit Sarah Saïba, c'est qu'il y a de nombreuses femmes à qui on ne donne pas la parole, hein, malheureusement. Et là, vous l'avez vu, je veux dire, ça c'est un exemple, mais il y en a des milliers et des milliers. Il y a la grande majorité des femmes musulmanes qui se voilent dans les pays occidentaux. Là, vous avez vu, Sarah Saïba, ses parents n'étaient même pas en France. Elle ne pouvait pas avoir de pression. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va venir de dehors et va lui dire de le porter. Elle l'a porté elle-même. Et elle a vu un certain changement aussi parmi certains. Alors, c'est intéressant parce que aussi dans les médias, on a aussi cette tendance à appeler les jeunes ou à faire témoigner les jeunes femmes qui ont subi des oppressions, qui ont subi de la pression, parce qu'il y en a.
il est vrai, il faut le rappeler, il y a quand même des femmes qui subissent, mais comment dire, c'est une minorité. C'est une minorité. Ce sont des dérives. Voilà, et on n'appelle pas la grande majorité de ces femmes-là. Alors je vais me retourner vers Sarah Cheiky Saeba. Sarah Saeba, vous qui êtes au Canada, est-ce qu'il est courant de voir des politiques protester de la sorte, comme ici en France, contre le voile islamique? Comment est-ce que vous définissez la laïcité, par exemple, au Canada? C'est sûr que le voile islamique a fait aussi des polémiques ici au Canada, mais c'est surtout au Québec, parce que quand je suis arrivée au Canada, c'était en 2012. L'année d'après, je pense qu'il y a eu une loi qui voulait, il y avait je pense qu'un parti politique qui voulait adopter une loi contre le hijab, de mettre le hijab dans le voie public pour essayer d'imiter ce qui se passe en France. Ouais. Alors à ce moment-là, on avait parlé avec les politiciens dans le Parlement du Québec et on avait beaucoup de commissions avec eux, puis ils ont laissé tomber cette loi. Mais après, en 2019, ça a été adopté et on a maintenant une loi au Québec, qui est la loi 21, qui interdit les signes religieux aux employés de l'État qui sont en situation d'autorité, comme par exemple les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants. Donc, cette polémique existe au Canada, mais je pense qu'elle est concentrée plutôt au Québec, parce qu'en Ontario et dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas ce problème-là. Et l'exemple est qu'on a par exemple une politicienne qui est une députée fédérale qui s'appelle Salma Zahid, qui porte le voile. Quand elle a été élue en 2015, elle ne le portait pas, mais puis après, pour des raisons spirituelles, pour des raisons aussi de santé, elle l'a mis. Et quand elle l'a mis, il y a eu les élections en 2019, elle a été réélue avec un score encore plus élevé. Et quand on lui pose la question, elle dit que moi, je ne vois pas le voile comme quelque chose qui me bloque, c'est juste un choix personnel. Ça ne m'empêche pas de pratiquer mes fonctions de politicienne et de représenter ma circonscription. Il y a aussi plusieurs ministres, dont Jagmeet Singh, qui est un député de la Chambre des communes, qui est de confession sikh, qui est toujours coiffé d'un turban. Et donc, il n'a pas eu de problème dans le Parlement canadien. Ouais. Le problème qui se passe, je pense que ce sont des influences. C'est juste politique. Donc, on essaie d'utiliser la religion comme politique pour essayer d'augmenter les votes pour quelques partis. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en train de brainwash la société parce que ces lois-là n'existent pas en Ontario. Et là, parce que moi, j'ai habité au Québec pendant 4 ans, puis j'ai habité à Montréal aussi pendant 3 ans, et là j'ai déménagé à Toronto, et j'ai remarqué la différence. À Québec, les gens étaient beaucoup plus réservés, et donc on n'avait pas l'habitude d'avoir les étrangers, les gens qui viennent d'ailleurs. Et donc c'est comme si, c'est une culture ça, donc il faut la changer, mais au lieu de la changer, je pense que les politiciens sont en train de la rendre encore plus pire. Ils essaient en fait de fermer les gens, de fermer leur culture, ils ne sont pas ouverts. Oui, effectivement. Mais à Montréal et à Toronto, où il y a plus une culture anglo-saxonne, je me suis sentie plus à l'aise. Il y avait plus de... On t'accepte comme tu es, on ne regarde même pas le voile. Je suis étudiante au doctorat, donc je présente dans des conférences scientifiques partout dans le monde et au Canada aussi, et on m'a jamais fait la remarque que je suis voilée, pourquoi je suis voilée, ça me pose aucun problème. Alors que quand j'ai vécu en France et j'ai commencé à le mettre, tout de suite la question s'est posée, est-ce qu'il y a un changement de comportement de la part de Sarah dans le milieu du travail? Et donc on m'a même accusée d'être devenue agressive à cause du voile. Ah ouais. Et on m'a mis, et j'étais consultante en système d'information dans un projet qui se trouvait dans le ministère des Finances, et là on m'a mis à la porte du projet parce que ils voyaient que comme quoi il y a eu des comportements agressifs. Juste comme ça, donc c'était une accusation. Et ça montre que les gens, dans leur, ils n'arrivent pas à comprendre, et les médias n'aident pas, et les politiciens n'aident pas. Il faut voir au-delà du voile, il faut voir au-delà du couvert du livre pour le juger, et essayer d'intégrer la société, parce qu'on va pouvoir aider cette société comme des femmes intelligentes qui ont fait des études. Pourquoi nous mettre à la porte des professions où on peut donner à la société? Donc c'est ça qui me pose un problème. C'est vraiment très... J'arrive pas à le comprendre. Jazakallah, merci beaucoup Sarah. C'est vraiment très intéressant ces réponses. Surtout inspirant. Quand on a... inspirant quand on voit qu'une femme a vu ces différentes sociétés. Moi aussi personnellement, moi qui étais en Angleterre, enfin je vis aussi en Angleterre et je vois aussi un peu la différence. Et c'est vrai que c'est assez choquant de voir parce que le contraste est très différent.
Dans les sociétés anglo-saxons, on a l'impression que c'est pas du tout, c'est pas vu comme quelque chose de tabou. Les femmes sont plus intégrées, elles travaillent. On a vu je sais pas comment les appeler, mais des conductrices de bus voilées, des femmes qui travaillent normal, quoi, partout, et ça ne choque personne. Mais c'est vrai que dans les sociétés françaises, ou en tout cas francophones, pardon, c'est vrai que le débat français fait souvent écho dans les sociétés francophones. Heureusement pas en Afrique jusqu'à maintenant, j'espère. Mais dans les sociétés occidentales, c'est le cas. Et c'est vraiment, vraiment très dommage. Jazakallah, merci beaucoup Sarah Saïba pour, ce témoignage qui était très intéressant. Monsieur Omar Ahmed Sahib, on va encore parler un peu du voile. Cette fameuse voilée qui présentait des recettes de cuisine le 11 septembre sur BFM TV, on l'a accusée de faire quoi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, c'était un tweet qui était assez vicieux, en fait, pour ma part, hein, que je trouve. C'est un tweet qui a essayé de faire un amalgame entre cette jeune femme, toute innocente, avec les atrocités qui ont eu lieu en 2001, le 11 septembre. Et elle a fait un rapport qui n'avait aucunement lieu d'être. En disant, voilà, c'était une provocation qu'une jeune femme voilée présente des recettes de cuisine un 11 septembre. C'est quand même incroyable. Mais c'est quand même, on marche sur la tête, franchement. Mais j'ai bien aimé la réaction de la jeune fille parce que elle a pas mis de l'huile sur le feu, elle n'a pas voulu prolonger le débat. Elle a répondu simplement qu'elle était là et qu'elle se définissait pas seulement que par son voile et que en plus c'était quelque chose d'utilité publique puisqu'elle aidait les petits budgets à pouvoir faire la cuisine avec justement peu de moyens. Et là où je trouve que c'est quand même dangereux, c'est de donner du crédit à une personne pareille qui, par ce procédé-là, fait comme si le voile était l'étendard du terrorisme. Alors qu'encore une fois, le terrorisme, le meurtre au nom de la religion, il n'y a pas besoin d'être musulman pour le condamner. Tout le monde. C'est même pas en tant que musulman qu'on doit le condamner, puisque nous-mêmes, il n'y a même pas de débat. On sait pertinemment que l'islam n'a jamais validé, n'a jamais cautionné le terrorisme. Mais le fait d'associer justement un groupuscule qui a commis des actes horribles à une date maintenant qui est devenue symbolique, à cette jeune fille, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, inadmissible. Et derrière se cacher sur le fait qu'il y a eu des menaces de mort. Mais des menaces de mort de la part de qui? Des menaces de mort d'ignorants. Est-ce qu'on peut même croire que ce sont des musulmans qui ont fait ces menaces de mort? Première chose à condamner, bien sûr. On n'a pas à menacer les gens de mort pour quoi que ce soit. Mais il ne faut pas éluder, cacher la gravité de cet amalgame en disant regardez, il y en a qui sont en train de la menacer. Non, il faut quand même remettre les choses à leur place et dire que l'islam n'a rien à voir avec le 11 septembre. L'islam, c'est une religion qui a 1400 ans, plus de 1400 ans. C'est une religion respectable, qui a apporté, qui apporte encore à l'humanité. Vous ne croyez pas qu'on joue de ça, monsieur Omar? Comme l'a dit Sarah Sahiba, c'est très bien, j'ai bien aimé son témoignage. C'est pour des fins uniquement politiciennes. C'est de la politique politicienne. On instrumentalise régulièrement la religion pour pouvoir détourner l'attention du public, de la société, des véritables problèmes. Car c'est pas le voile qui est responsable de la crise économique. C'est pas le voile qui est responsable de l'épidémie du Covid-19. C'est pas le voile qui est responsable du confinement. Au contraire, le voile il aide. Voilà. Non, mais le masque, c'est vrai. Non, il y a une pure instrumentalisation. Ce témoignage-là de notre sœur est la preuve que agir de cette manière-là, c'est de se priver de ressources humaines, de richesses humaines vraiment importantes, considérables. Vous imaginez une femme qui est musulmane, qui porte son voile et qui participe à l'avancée du pays. Le Canada, c'est pas n'importe quel pays. Et il pourrait y avoir plusieurs femmes voilées qui pourraient aider aussi la France à trouver des solutions concrètes, politiques, dans les cadres des crises et des problèmes que l'on rencontre, plutôt que de voir les musulmans comme un problème. Voyez-les comme composantes à part entière de la société qui peuvent contribuer justement à faire face à tous les défis et tous les dangers qui sont en train de pointer le doigt de nos jours. Madame Sarah Cherki Sahiba, j'ai une question pour vous. Si vous étiez en face de cette jeune
cette jeune étudiante Mariam Bouchtou, qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous aviez un message à lui faire passer, qu'est-ce que vous lui diriez, vous qui êtes étudiante aussi, vous qui êtes doctorante? C'est de ne pas laisser tomber, de ne pas te décourager. Reste forte. Déjà, on t'a attaqué en 2018 parce que tu portais le voile et tu as été votée vice-présidente de l'UNEF. Elle a été votée, elle n'a pas été choisie. Donc, déjà, il y a eu un choix de la part d'une communauté d'étudiants, de cette étudiante-là. Donc, ça montre qu'elle est exceptionnelle, qu'elle a des qualités vraiment exceptionnelles. Donc moi je lui dis continue et tu es notre modèle. Et je pense que quand elle est venue à l'Assemblée nationale pour donner son témoignage par rapport au Covid-19, ça montre qu'elle a une aptitude à donner, ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée dans cette société. Elle a mis le voile parce que c'est son identité, elle n'a pas provoqué. C'est ce que ça me choque de voir que Madame Ségolène Royal dit que c'est provocateur. C'est pas du tout provocateur. Si moi je mets le voile, le genre dans une institution, n'importe laquelle, je vais pas le remettre, je vais pas l'enlever parce que c'est moi. Je me suis habillée le matin comme ça. C'est mon identité. C'est comme ça que je veux que le monde me voie. Je rentre n'importe où. Je dois être respectée comme je suis. Donc, je pense pas que cette fille a provoqué qui que ce soit. Donc, je lui dis juste continue comme ça. Tu es un modèle et je pense que j'espère bien dans le futur que les lois vont changer. Et automatiquement, si les lois changent, je pense que les gens aussi vont pouvoir ouvrir un peu leur mentalité, c'est très... Leur mind, comme on dit. Ouais, leur mentalité. Voilà. Jazakallah, merci beaucoup Sarah Saïba, c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas ce message, j'espère qu'il est passé à cette étudiante, à cette syndicate. Alors, monsieur Omar, vous voulez rajouter quelque chose? Une chose, c'est surtout bien préciser parce que les mots, ils ont leur importance et souvent les personnes, ils sortent les choses de leur contexte. Quand nous, on parle du fait qu'on aimerait même voir des femmes voilées en politique en France, ça ne veut pas dire pour autant que l'islam est politique. Et c'est pas parce que la femme elle est voilée qu'on voudrait la voir avoir mené une carrière politique ou juridique ou quoi que ce soit. Mais simplement pour dire que la qualité d'un individu ne se résume pas aux vêtements qu'il porte ou ni même aux convictions religieuses qu'il a. Parce que la religion, dans ce cas de figure, souvent il parle du fait que la religion elle doit être reliée au niveau du privé. Eh bien, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'acceptez pas de voir la personne dans ce qu'elle est, pas dans ce qu'elle porte? C'est là le problème. C'est en faisant ça, vous relayez la religion dans le domaine public. Et non plus alors que c'est quelque chose de privé. Est-ce que Maria Pouchtou, elle est venue, elle a réclamé haut et fort l'imposition, soi-disant, de la charia, comme on dit entre guillemets? Non, elle n'a fait que témoigner, donner son point de vue par rapport à une crise qui nous touche tous. Mais elle l'a pas fait en tant que femme voilée, elle l'a fait d'abord et avant tout en tant que Française, qui participe à la vie civique de son pays. Mais c'est vrai que le voile, c'est une question de pudeur, comme l'a dit Sarah Chaki Saïba. Je suis comme ça. Vous n'allez pas me demander d'enlever mes vêtements quand je vais venir à une audition. Je veux dire, on ne demande pas à une femme normale qui a une certaine pudeur, qui se limite je ne sais pas au cou, d'enlever son haut avant de rentrer dans une audition. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, ça sera la même chose pour elle. Voilà, ça ne veut pas dire encore une fois que la personne qui s'habillerait différemment, on est en train de juger sa pudeur. Mais la pudeur d'une femme voilée, c'est son voile. C'est comme si on lui demandait de retirer quelque chose qui est plus intime pour une femme qui n'est pas voilée. C'est important de le préciser, cette chose-là, effectivement. Exactement. Et ça, c'est parce que les gens sont dans la politique politicienne et refusent de voir cette évidence. Pourquoi, M. Omar, le 11 septembre est-il associé à l'islam? Est-ce que le djihad, ça a quelque chose à voir avec ça? Avant d'aller sur cette question... Et avant d'y aller, laissez-moi rappeler quelque chose aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Désolé, monsieur Omar, on va y revenir. Aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, c'est très important. Jazakallah, merci en tout cas, on est à 23, 24 visionnages. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est très important. Je vais lire quand même quelques commentaires. On a Amaf Yveline qui nous dit Assalamu alaikum, Bisiriou, Mohamed Loukouman, Saheb. Jazakallah, merci de participer à l'émission. Il nous rejoint du Bénin. Nous avons également Anfan Ali, Patrice Mayeko, Sam Bob, Voyage Spirituel, Ori Kietou, Amie Touré, Hadja Touré, Salam Ibrahim, Fatih Kadiri, à toutes ces personnes. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Merci beaucoup de nous suivre dans cette émission. Encore une fois, partagez l'émission, c'est très important. Je voulais aussi rappeler une autre chose parce qu'on m'avait demandé de le faire et c'est très important. Hier, il y avait le Téléthon d'Humanity First. Le Téléthon d'Humanity First, il était en direct sur la chaîne MTA Français, non seulement sur MTA Français, mais également sur la chaîne YouTube
d'Humanity First France et vous aviez la possibilité de faire des dons. Et c'est encore le cas. Vous avez encore la possibilité de faire vos dons. Je vais quand même rappeler aux téléspectateurs qui n'ont pas pu participer hier qu'aujourd'hui aussi vous avez possibilité de le faire en allant sur téléthon.humanityfirst.org. Ou sinon vous pouvez aussi appeler le numéro suivant 01 73 03 44 09. Donc je le rappelle encore une fois 01 73 03 44 09. Si vous n'êtes pas de France, le code c'est plus 33. Mais en tout cas, on incite toutes ces personnes à vraiment à donner ce que vous pouvez. Vous savez très bien que l'Humanity First France, vous savez quoi, elles ont même pas besoin de prouver quoi que ce soit, puisque c'est tellement visible en France, c'est tellement visible toutes les activités qu'ils sont en train de faire qu'il faut absolument contribuer et leur donner et les aider dans leurs tâches, dans leurs différentes tâches. Voilà, donc ça c'était pour le rappel. On va continuer. Monsieur Omar, est-ce que le 11 septembre a quelque chose à voir avec le djihad? Oui, je pense qu'on va passer peut-être par rapport à un autre sujet, mais je crois qu'il y a une question sur le voile. D'accord. Et cette question, elle est où, monsieur Omar? Il nous dit, ma question est la suivante. Ma fille Bouchra est élève en classe de 5e dans un collège catholique au Bénin où on lui interdit de porter le voile. Alors malheureusement, moi je croyais que l'Afrique elle était exemptée de ce problème, mais malheureusement ça arrive aussi là-bas. Après la classe de 6e, elle refuse de fréquenter cette école de 6e, elle refuse de fréquenter cette école l'année académique prochaine. Que dois-je faire? Elle a 14 ans. Merci, jazakumullah hasan al-jaza. Monsieur Omar Ahmed Saïd. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est malheureux quand même qu'on arrive encore à faire des choses comme ça en Afrique, c'est dommage. Ça me fait penser, avant de répondre, ça me fait penser à ce qui s'était passé, ce qui se passait justement au Nigeria. En plus, c'était au début du XXe siècle, je crois, ou au début ou milieu du XXe siècle, où la condition d'entrée, de pouvoir bénéficier d'études, elle était conditionnée à la conversion au christianisme. Okay. Et la Jamaat Ahmadiyya, elle avait révolutionné les choses puisqu'elle avait commencé dans le cadre du plan, même avant le plan Nusrat Jahan, elle a commencé à construire des écoles primaires universelles, primaires et secondaires universelles pour toutes les communautés indépendamment de leur religion, de leur race, de leur culture, ou leur couleur. Donc là, ça c'est un point, c'est important de préciser parce que c'est l'enseignement de l'islam. Et donc là, la première chose, c'est déjà, je trouve ça triste qu'une école refuse d'accepter un individu sous prétexte de sa religion. Donc, pour le coup, elle veut bien l'accepter, mais à partir du moment où elle se défait de ses convictions religieuses. En tous les cas, sur une marque ostensible, un signe ostensible de sa religion. Et ça, je trouve ça dommage. Même si effectivement c'est la même chose ici en France, même si ce sont les lois, on ne va pas revenir dessus, mais on trouve aussi que c'est dommage qu'ils le fassent ici en France. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent se faire dans ce cadre-là. Si le frère il a la possibilité de pouvoir mettre sa fille, parce qu'en plus ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est la fille elle-même qui dit qu'elle veut garder son voile. Ils n'ont pas la pression du père. Elle n'a pas la pression du père. C'est même le père qui est en difficulté là et qui se dit qu'est-ce que je dois faire. Ma fille elle refuse d'aller à l'école parce que on ne lui permet pas d'exprimer sa conviction religieuse. Et là on n'est pas dans le prosélytisme. Ceux qui parlent de prosélytisme sont des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'expérience de la foi. La foi, c'est quelque chose qui fait partie de la conviction profonde, intérieure de la personne. Morale. Morale. Ouais. Et que lorsqu'on met une pression pour faire en sorte que cette personne se départisse de cette foi-là, c'est comme si on lui mettait une pression pour qu'elle se départisse de son identité. C'est ça que il faut qu'ils comprennent. Il n'y a aucun prosélytisme là-dessus. Donc maintenant, dans ce cadre-là, si la sœur et si le père a la possibilité de la mettre dans une école qui respecterait justement sa conviction
Et il peut le faire, c'est totalement tout à l'honneur de la fille et de la famille de faire cela. Si elle n'a pas justement cette possibilité, si cette possibilité ne lui est pas donnée, et on sait que l'islam enseigne que l'éducation est une obligation pour l'homme et pour la femme, et comme je l'avais dit lors de la précédente émission, eh bien faire un moindre mal, et dans le moment justement, dans ce moment scolaire où le règlement lui interdit justement d'exprimer sa foi, d'être eh bien temporairement ne pas se couvrir, mais tout de suite après remettre le voile. Mais encore une fois, c'est quand même malheureux, mais c'est encore une fois il a la possibilité de pouvoir être dans un espace scolaire où justement les libertés sont respectées, où les convictions ne sont pas jugées, où on va pas cataloguer une personne dans telle ou telle catégorie parce qu'elle porte un bout de tissu sur la tête, eh bien prendre cet espace-là. Sarah Cherki Saeba, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis toujours là. On va vous poser cette question-ci. Ça vous arrivait à vous qu'on vous demande d'enlever le voile pour aller à l'université, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est une question assez difficile. Ben, si c'est la loi, ben, je vais essayer de trouver autre chose à faire. C'est-à-dire ne pas rester ici dans un endroit qui ne me laisse pas m'épanouir. Mais si j'ai pas vraiment le choix et c'est la seule université qui présente la formation que je veux, je vais respecter la loi, mais bien sûr à l'intérieur des murs de l'université. Et puis à l'extérieur, je vais essayer de suivre ma religion. Parce que l'islam aussi nous demande de suivre les lois du pays dans lequel on est. Malheureusement, si c'est une loi qui a été acceptée et on peut pas la changer, on peut toujours challenge, comme on dit, to challenge a law. On peut toujours le faire, mais si on n'a pas la possibilité de le faire, il faut donc suivre la loi. Mais sinon, je vais chercher autre chose si j'ai la possibilité. Mais c'est vraiment un choix difficile de poser la question comme ça après des années c'est-à-dire des années où on se vêtit d'une certaine manière et on se voit d'une certaine manière, on nous demande de le changer, ça fait déjà un choc, c'est pas facile. C'est pas comme un chapeau qu'on enlève et qu'on change chaque jour. C'est comme si je vous dis sortez torse nu. Bah, ça va choquer tout le monde, ça va vous choquer vous-même. Et puis donc c'est très difficile, il faut qu'ils les comprennent, ces politiciens-là qui demandent oui, quand on entre dans une institution publique, il faut enlever la loi, il faut changer les règles, il faut enlever le hijab, et il faut changer les règles à cause de ça. Pourquoi? Ça n'offense personne, ce bout de tissu. Je sais que ça représente pour eux que l'islam, que dans l'islam, la femme est inférieure à l'homme, mais c'est pas le cas. Il faut chercher dans l'historique de l'islam et voir que les femmes jouissent de droits bien avant que les femmes en Europe et en Occident. Bien sûr, il y a des cas comme l'Iran et l'Arabie Saoudite où c'est vraiment malheureux, mais c'est pas l'islam, ça, ce qu'ils font. C'est une politisation de l'islam, c'est un outil d'oppression. Effectivement, Jazakallah, merci beaucoup. Je crois que c'est la chose d'ailleurs la plus sage à faire. Monsieur Omar, je voulais juste rajouter une chose par rapport au cas du frère là en Afrique, parce que l'Afrique quand même, il y a quand même un dialogue. Je pense que la première des choses aussi à faire, ça serait aussi de demander à parler au directeur de l'école effectivement. en question. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'écoute. De demander à parler et de demander à parler et savoir qu'est-ce qui motive justement cette décision. Est-ce qu'il n'y a pas de l'ignorance derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas justement ce matraquage médiatique mondial contre ce bout de tissu justement qui est à l'origine d'une décision aussi, je trouve, surtout dans le contexte africain, radicale? Et expliquer peut-être la philosophie du voile. Qu'est-ce que le voile représente? Que ce n'est pas du tout politique. Débattre, échanger, dialoguer, informer pour essayer de voir s'il peut inverser la tendance et qui sait, peut-être qu'il finira par changer d'avis, qui sait, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu changera le cœur du directeur. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Ça me fait penser justement au calife actuel de la Ben Aziz qui avait une belle anecdote à ce niveau-là où il avait réussi dans un cadre un peu similaire, même si ce n'était pas par rapport au voile, mais par rapport à une pratique islamique, il avait réussi à inverser un peu la tendance, puis il y a eu un interdit, et après un dialogue, après un échange avec le directeur de l'école, il a pu faire valoir ses droits. Donc, faut pas hésiter à faire quand même d'abord valoir ses droits.
C'est aussi islamique, ça. Le fait d'informer, de débattre, d'échanger. C'est pas de la désobéissance. Partir, voir la personne pour lui faire entendre raison. Et si effectivement, elle ne veut pas entendre raison et qu'on n'a pas d'autre choix, Allah reconnaîtra les siens. Et comme on dit, les actes ne valent que par leur intention. Et c'est une très belle marque de foi que sa fille, justement... On a une autre question, monsieur Omar Ahmed Saeb. Il y a Daniel Soel qui nous dit « Je trouve bizarre que les politiques se préoccupent de religion alors que l'État est laïque. Le voile n'est peut-être pas propre à l'islam, mais à chaque polémique concerne la religion musulmane. » Jazakallah pour ce commentaire. On a une question de Alisha Allah qui nous dit « Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Actuellement étudiante en droit, je suis consciente que je devrais retirer mon voile quand j'exercerai, chose qui me met très mal à l'aise, je crois. Quel est donc le sort des femmes qui font face à cette situation? Quel est le meilleur des comportements à adopter? C'est Omar. Alors, on va en avoir beaucoup des questions comme ça si on continue, tu vois. Je crois qu'on avait un autre sujet, je crois qu'on avait abordé. C'est une question en fait qui, dans l'absolu, là, je pense que Sharky Sahiba ne me contredira pas là-dessus. Je pense, à mon avis, je ne sais pas si du coup je ne connais pas le Canada, mais dans les pays anglo-saxons, je pense que les personnes peuvent exercer même ce type de métier en portant leur voile. Maintenant, lorsqu'une personne, dans ce contexte justement particulier francophone et français, on va dire franco-français, c'est pour ça que sur certains métiers, la Jamaat, elle va encourager à choisir les métiers où elles vont pouvoir respecter cette ordonnance qui fait partie en plus intégrante de la foi d'une musulmane. Donc dans ces conditions-là, je pense que c'est une question, la personne, elle connaît sa réalité. Elle connaît sa réalité et elle sait ce en quoi elle est convaincue. C'est une question c'est une fatwa qu'elle doit prendre d'elle-même et pas de l'extérieur. C'est elle qui doit se dire est-ce qu'elle est prête à supporter au quotidien de vivre sa vie avec cette contrainte-là qu'on lui empêche d'exercer ou qu'on lui empêche d'exprimer sa foi dans un contexte professionnel. Est-ce que c'est le projet de vie qu'elle a pour elle ou est-ce qu'elle s'en accommodera ou est-ce que c'est quelque chose qui lui est impossible? Et dans ces cas-là, comme dit Allah dans sa Coran, la terre d'Allah, elle est vaste. Il n'y a pas que la France. Il y a d'autres pays où on peut exercer librement en pratiquant sa foi. Mais encore une fois, c'est pas moi qui donne la fatwa. C'est comme dans ces questions-là, c'est l'individu qui doit décider d'elle-même. D'accord. Sarah Sharky Sahiba, vous avez entendu la question? Vous avez quelque chose par rapport à dire par rapport à cela? Oui, donc elle veut être juge ou elle veut être dans la justice, c'est ça? Et puis ouais, je crois vraisemblablement elle est dans le droit. En plus, le droit c'est vaste. Il y a des endroits où elle pourra le porter. Oui, effectivement. Ouais. Donc je pense qu'il y a plusieurs choix, comme a dit Monsieur Omar, que si elle peut pas le pratiquer en France, elle peut aller ailleurs. Il y a beaucoup de pays européens, comme par exemple la Suède, où il n'y a pas d'interdiction au niveau de la religion. En Angleterre aussi, il n'y a pas d'interdiction, donc elle peut faire ça là-bas aussi. Mais sinon, je voulais aussi attirer l'attention au fait que le voile, en fait, c'est une modestie. Et la modestie peut être achevée, ça veut dire on peut atteindre la modestie aussi en ayant une apparence modeste. Ça veut dire avoir les femmes vont comprendre ce que je veux dire, parce que être modeste, ça ne veut pas juste dire un voile sur la tête. Ça veut dire autre chose aussi dans les comportements et dans l'habit général, dans la posture générale, comment on est. Et puis il y a d'autres femmes aussi qui sont modestes, qui ne sont pas musulmanes. Il y a maintenant toute fashion qui est appelée modest fashion. La tendance. Oui, donc c'est partout. Il y a des marques qui le font. Oui, c'est ça, une tendance modeste. Donc on peut être modeste. Si vraiment on est obligé, on peut être modeste sans pour autant porter le petit. Bon, c'est le foulard qui va manquer, mais on va être modeste aussi. C'est ce que je faisais quand je travaillais comme consultante, parce que j'avais pas le choix au départ. C'est ce que je mettais. Je m'habillais d'une certaine manière à l'intérieur du travail, et puis à l'extérieur, je mettais juste le voile à l'extérieur. Donc, elle peut aussi être comme ça, mais ça va créer des tensions vraiment psychiques. Ça veut dire la personne ne va pas être à l'aise. Donc, il vaut mieux, pour être à l'aise dans le confort et vivre la vie qu'on veut, choisir
le lieu où on peut pratiquer notre foi comme on peut. Ça veut dire comme on veut et comme on peut. Très intéressant. Merci beaucoup, Jazakallah, pour cette... Et il ne faut pas oublier aussi une chose, qu'à dire à nos sœurs qu'elles sont pionnières en fait. Parce c'est notre pays, c'est notre culture, on a grandi ici, on est né ici, et là je parle surtout pour les sœurs